Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Donc, je suis Fabrice Marcella, je dirige le village Baïsé à Paris. On m'appelle le maire du village. L'objectif pour moi ce matin, c'est de vous faire comprendre comment le village contribue à nous inspirer, à améliorer notre expérience client, à innover, à faire aussi de l'open innovation, et ce, au travers d'exemples concrets. Le village est né dans l'esprit des dirigeants du Crédit Agricole il y a maintenant 3 ans, à une époque encore plus qu'aujourd'hui, où il était nécessaire pour nous d'accélérer notre transformation digitale. À une époque aussi où, comme tous les banquiers de la place, je pense, on voyait peut-être d'un mauvais œil encore les fintechs. Alors, les fintechs et les startups de façon générale. On avait tous la sensation ou la désagréable impression qu'on allait se faire ubériser, le terme en tout cas usité à l'époque. Deuxième élément important aussi pour nous, c'était de faire en sorte de mieux accompagner le développement de ces startups qui finalement n'avaient pas tellement l'habitude de s'adresser à des banquiers. Enfin, ce qui était important pour nous, c'était d'innover autrement au travers de ces startups. Alors, le village, on parle toujours de business et d'innovation au village, et l'objectif, c'est quoi? C'est de réconcilier le cycle de décision des grands groupes, tels que les vôtres et le nôtre, avec le cycle de vie d'une startup. En gros, on met tous à peu près 2 ans pour se décider, là où une startup a 2 ans pour se développer. Et on est sur des cycles de décision parallèles comme ça, et à aucun moment on arrive à faire ça. Ça, c'est le job du village. Le job du village consiste à réconcilier ces cycles de décision, à trouver des synergies là où on ne pensait pas spécialement aller. C'est l'ensemble de ces croisements et ces inspirations qui font qu'aujourd'hui, le village permet d'innover autrement. Alors, c'est un village un petit peu spécial, vous l'avez compris, puisqu'il est situé en plein cœur du quartier central des affaires de Paris, au 55 rue La Boétie. Alors, au village, il y a des habitants qui sont là actuellement sur la place du village. C'est là où les inspirations se croisent et les affaires se font. Il y a différents types d'habitants au village. Je ne suis pas un incubateur à fintech, contrairement à peut-être ce que vous auriez pu penser. Ici, on croit beaucoup à l'idée que pour pouvoir continuer à innover, il est important de s'inspirer de gens qui ne nous ressemblent pas, des secteurs différents, de maturités différentes. Donc dans ce village, je vais avoir bien sûr des startups, c'est quand même le thème de mon activité. J'ai la capacité d'accueillir une centaine de startups. On fera un petit point, en tout cas aujourd'hui, sur le nombre de startups accompagnées. Mais on a des startups dans tous les secteurs qui innovent aujourd'hui. On est très représentatif, finalement, des startups aujourd'hui existantes en Île-de-France. Des startups dans le monde de l'agriculture et l'agroalimentaire, des startups dans l'énergie et l'environnement, des startups dans la santé, des startups, bien sûr, dans les fintech, dans la surtech, le big data, enfin, tous les sujets aujourd'hui sont couverts. Ça, c'est le premier élément du village, mais l'originalité du village, c'est qu'il se fait aussi au travers de grands groupes partenaires du village. Alors, il y a Crédit Agricole, bien sûr, mais aussi des grands groupes de tout secteur. Microsoft est un des partenaires du village. Mais il y a aussi Sanofi, Engie, Sodexo, PSA, plein de grands groupes qui partagent cette problématique, ou cette envie en tout cas d'accélérer leur propre transformation et qui croient vraiment très fort à cette idée qu'il est important de croiser des regards différents et d'arrêter de faire de la consanguinité sur des sujets d'innovation. Alors, le premier habitant est donc la pépinière. Une pépinière, comme je vous l'ai dit, qui accueille une centaine de startups. Ce que j'ai voulu faire là, c'est aussi par rapport au schéma qui vous a été présenté depuis ce matin, vous donner quelques exemples concrets de startups que nous accompagnons et qui ont pu nous inspirer, en tout cas qui rentrent dans les cases qui vous ont été présentées. Tout d'abord, si je reprends le métier même de la banque, je vous cite 2 exemples de startups. La première d'entre elles, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, elle s'appelle Mimosa. Elle est arrivée il y a 3 ans au village, et il y a 3 ans, je n'avais même pas le droit d'en parler. Pourquoi? Cette startup, elle faisait 2 choses qui dérangeaient. La première, c'est qu'elle fait du crowdfunding. Quand on est un banquier, le crowdfunding, c'était encore un mot tabou il y a 3 ans. Et en plus, il avait la bonne idée de venir financer les agriculteurs. Juste 80% des agriculteurs, je ne crois pas me tromper en disant ça, sont clients du Crédit Agricole. Donc 2 bonnes raisons qui faisaient qu'à aucun moment, j'avais intérêt à prendre cette méchante fintech dans le Crédit Agricole, dans le village plus particulièrement. En fait, cette startup nous a permis de grandir sur ces sujets-là, de ne plus avoir peur de transformer cette menace en opportunité. Cette start-up, d'ailleurs, est devenue la mascotte du village depuis. 6 caisses régionales du Crédit Agricole ont investi dans cette start-up. D'autres filiales ont des offres co-brandées avec cette start-up. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle permet d'aller chercher des clients qui n'étaient pas éligibles aux prêts du Crédit Agricole, ne présentant pas les crédits, ne présentant pas les garanties nécessaires pour décrocher leurs prêts. Donc, en proposant ce projet sur la plateforme, c'est du don contre don, en proposant leur projet sur cette plateforme, l'agriculteur allait pouvoir
collecter les 5 000 premiers euros qui allaient lui permettre, cette fois-ci, d'avoir les garanties nécessaires pour décrocher son prêt. Donc on voit bien tout l'intérêt finalement de s'être rapproché de cette start-up pour innover différemment, innover dans nos offres aussi. Deuxième start-up que vous connaissez peut-être, qui s'appelle SharePay. Alors SharePay, elle fait un truc extraordinaire. Elle fait une carte bancaire. Alors une carte bancaire un petit peu spéciale, parce que cette carte bancaire permet de faire quoi? Elle permet de répondre à tous ceux qui sont allergiques au compte joint aujourd'hui. Avec cette carte bancaire, je peux facilement partager mes dépenses avec toute personne inscrite au service. Je vis en colocation, je ne souhaite pas avoir un compte commun, et au travers de cette carte, lorsque je vais faire mes courses chez Leclerc, je mets la carte bancaire dans le TPE, je fais mon code, et automatiquement ma dépense est divisée entre mon coloc et moi-même. Je pars en vacances. Si vous partez en vacances cet été avec des amis, je vous invite à prendre cette carte. Vous garderez vos amis après les vacances. Parce qu'avec cette carte, très simplement, pareil, je peux partager mes dépenses en temps réel. Alors vous voyez, cette start-up, pareil, cette start-up, lorsqu'elle raconte son histoire, bien sûr, elle le fait largement mieux que moi, mais ce qu'elle explique, c'est qu'elle avait fait les tours des banquiers de la place et personne ne croyait dans son projet. C'est le propre même d'une start-up lorsqu'elle se crée. Elle est aujourd'hui partenaire de Mastercard, elle travaille avec différentes banques, peut-être certains d'entre vous d'ailleurs. Et cette start-up, finalement, permet d'innover sur ses produits et ses services. Quand je cherche à attirer les plus jeunes, c'est peut-être un produit intéressant, en tout cas, pour pouvoir aller conquérir cette population-là. C'est une start-up qui, très simplement, aussi peut, aujourd'hui, en tout cas auprès du Crédit Agricole, réaliser quelques POC avec les moyens de paiement. Alors, ce qu'on essaie quand même d'éviter, c'est d'être la boîte à POC, puisque la difficulté, elle est un peu là, c'est après le POC, on fait quoi? Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec SharePay, de pouvoir industrialiser son offre au travers de nos propres services. Alors, là, on voit bien qu'on est dans notre corps de métier. Maintenant, si j'élargis un petit peu, notamment au travers de tout ce qu'on appelle la relation client, le parcours utilisateur, Big Data. Alors, je vais peut-être commencer par Data in Data, qui est en bas de la slide. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est le Big Data? J'entends pas. Est-ce que... Oui, c'est ce que je disais moi aussi avant de rencontrer cette start-up. Start-up, elle fait quoi? Elle fait un truc extraordinaire. Elle identifie en temps réel tous les produits contrefaits de marques de luxe vendus sur les médias sociaux et sur le web. Rien à voir avec le monde de la banque a priori. D'ailleurs, quand elle présente, elle met, j'aurais dû l'amener, une carte du monde comme ça, et en temps réel, on voit des points lumineux qui s'affichent toutes les secondes, et toutes les fois, un réseau mafieux met un sac Vuitton sur ses réseaux sociaux. Alors, cette start-up, nous a permis de comprendre la puissance du Big Data. Moi, je faisais des très belles slides sur le Big Data. À un moment donné, pour concrétiser ça en offre, c'était peut-être un petit peu compliqué. Et finalement, on avait un exemple concret qui a permis à chacun de mûrir et de grandir sur ces sujets-là. Cette start-up, au travers d'un partenaire qui s'appelle Sanofi, a appris aussi à sa machine à reconnaître cette fois-ci des médicaments contrefaits. Donc déjà, on est parti du secteur du luxe au secteur de la santé. Et on ne le fait pas de la même manière, parce que chacun d'entre vous, si vous allez sur un site qui vend des Vuitton contrefaits, vous savez que c'est un site qui vend des produits contrefaits de Vuitton. Pourquoi? Parce que le site n'est pas un site officiel. Le produit est plus que discounté. Généralement, c'est rare quand même d'avoir un Vuitton à moins 70%. Il faut que j'arrête de m'acharner sur Vuitton, parce que c'est des Vuitton dans la salle, ils ne vont pas être contents. Généralement, vous prenez peu de risques généralement à acheter ce type de produit. Or, dans le monde du médicament, ce n'est pas tout à fait ça. Puisque lorsque vous vous connectez sur une pharmacie en ligne, vous pensez en toute bonne foi acheter un médicament véritable. Le produit est légèrement discounté, mais c'est normal, c'est ce qu'on cherche quand on va sur le net. Or, il peut s'avérer que ce produit est un produit contrefait. Et là, vous engagez quand même votre santé au-delà des enjeux financiers pour Sanofi. Et là, on est dans le machine learning, on est dans l'intelligence artificielle. Et cette start-up apprend aux côtés d'un grand groupe à faire évoluer sa machine. Alors, c'est quoi le lien encore avec le Crédit Agricole? En fait, il est en train d'apprendre à sa machine à identifier des vins et spiritueux contrefaits. Crédit Agricole, on a Crédit Agricole Grand Cru. Ça peut avoir du sens pour nous. Et cette start-up, de nouveau, elle a permis aussi de changer nos relations avec nos propres clients, notamment au travers de notre banque d'investissement qui s'appelle Cassib, qui n'hésite à aucun moment à mettre en relation cette start-up avec ses plus grands clients dans le secteur du luxe ou dans le secteur de la santé. En fait, le monde des start-up permet certes d'innover sur nos produits, mais permet aussi d'innover ou de se différencier sur notre propre relation client. Deuxième exemple que j'aime beaucoup, alors c'est une start-up qui est dans l'écosystème village, qui n'est pas spécifiquement accompagnée par le village, mais je l'aime beaucoup parce que, je ne sais pas si tout le monde connaît Julie Desk, mais en tout cas, moi, depuis que je connais Julie a changé ma vie. Ma vie professionnelle, bien sûr. Alors, pourquoi elle a changé ma vie?
parce qu'elle m'a permis de comprendre ce qu'était l'intelligence artificielle. Là, avec Julie, je fais quoi? J'ai la chance d'être souvent sollicité pour venir témoigner de l'expérience extraordinaire que je vis actuellement. Toutefois, c'est toujours extrêmement compliqué de proposer 3 dates dans son agenda, d'aller scruter son agenda, de répondre à la personne, voilà mes 3 dates dispo, et surtout quand on vous le demande 10 fois par jour, et puis quand les dates ne conviennent pas, enfin, on s'en sort jamais. Je suis souvent frustré de ne pas pouvoir bien le faire. Grâce à Julie, c'est fini, ça se fait bien. Je la mets en copie, Julie, et je lui dis, ben voilà, Julie en copie va organiser notre rendez-vous. Alors Julie, elle fait quoi? Elle prend en charge toute la relation avec la personne que j'ai en face, jusqu'à ce que le rendez-vous soit pris. Donc elle va scruter mon agenda, elle donne des dates, elle échange en langage complètement naturel avec mon interlocuteur ou mes interlocuteurs. Une fois que le rendez-vous est pris, ce qui est génial, c'est qu'elle met à jour mon propre CRM personnel, puisqu'elle va demander le numéro de téléphone de la personne pour que je puisse la joindre le cas échéant. Alors Julie, elle est aussi extraordinaire lorsque vous devez annuler tous les rendez-vous d'une journée, par exemple. Vous lancez Julie, et Julie, très simplement, va prendre contact avec chacune des personnes et va reporter le rendez-vous. On voit bien ça, ça peut sûrement avoir du sens pour des conseillers clients qui ont besoin de prendre des rendez-vous avec des clients. Et enfin, Julie, elle est extraordinaire aussi quand 2 Julie se parlent. Parce que là, automatiquement, elle a les agendas de chacun et elle va pouvoir prendre le rendez-vous extrêmement rapidement. Donc voilà, l'intelligence artificielle qui est là et ce service a beaucoup de sens aussi toutes les fois où on est en contact avec de nombreux clients. Enfin, toujours sur la relation client, j'aime bien citer cet exemple de claque des doigts. Je n'étais pas convaincu au départ quand on l'a recruté, cette start-up. En fait, cette start-up, le principe, c'est un service de conciergerie qui fonctionne sur SMS. Enfin, à l'heure où tout le monde veut déployer son application mobile et que le SMS c'est un peu ringardisé, ils reviennent au basique finalement. Tout simplement, vous pouvez demander tout ce que vous souhaitez via SMS et la start-up s'engage dans le quart d'heure pour dire si c'est faisable, dans quel délai et à quel prix. Lorsqu'on disait tout à l'heure que nos clients nous challengent finalement au travers de l'expérience vécue sur les Amazon ou la Fnac, mais c'est aussi au travers des expériences vécues auprès des startups aujourd'hui qui, pour se différencier, doivent avoir une qualité d'exécution exemplaire. Donc ça, c'est riche d'enseignements aussi sur la manière de traiter nos propres clients. Enfin, donc on a vu d'un côté, on a le core business, de l'autre, on a des sujets finalement d'open innovation, et maintenant, il y a d'autres startups, 2 autres que j'aimerais vous citer. Aujourd'hui, comme tous les grands groupes, les talents ont plutôt tendance à aller dans les startups que dans ces grands groupes. Pourquoi? Parce que finalement, quand on arrive en bas de l'échelle, ou même au milieu, il faut quand même quelques dizaines d'années pour arriver tout en haut. Donc on est dans des modèles extrêmement pyramidaux, et ces startups, ces jeunes talents, finalement, préfèrent aller vivre des expériences un petit peu différentes au sein des startups. Et l'idée, c'est de voir comment on peut moderniser aussi nos propres process pour pouvoir les attirer. 2 exemples, Coxibiz. Coxibiz fait du recrutement par challenge. En gros, j'imagine que chez vous comme ailleurs, quand vous recrutez, vous passez une annonce, vous recevez des CV, et on a tous tendance à faire la même chose, à recruter des gens qui nous ressemblent. Là, l'idée, c'est d'aller chercher des gens en faisant abstraction du CV, du sexe, de l'âge, de son origine, et en lui faisant passer une batterie de tests, finalement, au travers de la plateforme développée par Coxibiz. Et ce n'est qu'après, finalement, qu'on va pouvoir l'accueillir et lui faire passer l'entretien. Donc là, c'est l'idée d'aller chercher des talents sur différents sujets. Et la deuxième, Eurosound, qui est une start-up qui d'ailleurs vient d'être primée à Vivatech. Alors, j'imagine que vous avez des open space. J'imagine que dans ces open space, souvent on peut se plaindre du bruit ambiant. Certains vont utiliser des casques pour écouter de la musique. Finalement, on va à l'encontre de l'open space parce qu'on essaye de décloisonner, puis on va se recloisonner, en tout cas essayer de s'isoler. Et bien, Eurosound permet de régler ça, en fait. Comment? C'est un casque qui va réduire le bruit ambiant, mais qui va reconnaître la voix de votre collègue ou toute personne qui va essayer de communiquer avec vous. Et de ce fait, il va réduire finalement la musique éventuellement que vous écoutiez pour pouvoir prendre en compte la conversation de la personne qui est en face. Vous voyez, tout ça, finalement, c'est à la fois des outils qui vont permettre, des outils en tout cas des startups qui permettent d'innover sur nos process, mais aussi qui sont inspirantes pour aller chercher de l'innovation là où on ne s'y attendait pas. Et enfin, ce sont des startups qui peuvent aussi nous permettre de réinventer nos process, ou en tout cas de les améliorer. Alors, en 3 ans,
sur le village parisien, ce sont 1800 candidats qui se sont présentés à nous. Alors sachez un truc, j'aime bien le dire, mais il y a 3 ans, la question qui m'était posée, c'était « Fabrice, t'es gentil avec ton projet, mais rue La Boétie, es-tu sûr d'attirer des startups ?» Alors je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être dans l'inconscient collectif, un héritage de Steve Jobs, je ne sais pas si je peux le dire ici. En tout cas, une startup, semble-t-il, ça préfère être dans un garage en banlieue. Alors je vous confirme, hein, rue La Boétie, ça attire aussi beaucoup de startups. C'est un quartier qui est assez central et qui, lorsqu'on est une startup et que finalement on investit corps et âme dans sa boîte, d'avoir un lieu comme celui-ci, ça permet, de rassurer son futur banquier, son futur investisseur, son futur client, ses collaborateurs aussi. Comment je fais quand je suis une start-up pour attirer des collaborateurs? Le fait d'être hyper central et bien placé, c'est un moyen aussi de rassurer et d'attirer. 150 startups accompagnées, alors accompagnées au travers de l'ensemble des partenaires aujourd'hui qui composent l'écosystème Village. Quand on les recrute, elles se présentent à l'ensemble des directeurs de l'innovation, de l'ensemble des partenaires autour de la table. Un partenaire, une voix, et je n'ai pas plus de voix que mes partenaires, c'est-à-dire que même dans les fintechs où je peux peut-être paraître plus légitime qu'un Sanofi, Engie, Sodexo et les autres, je n'ai pas plus de voix qu'eux. Mais c'est vrai aussi dans leur secteur, bien sûr. 5 minutes pour pitcher, 5 minutes de questions-réponses, 3 minutes pour arbitrer, réponse dans la journée. On vit avec chacun de ces entrepreneurs. Alors on parlait des agences tout à l'heure, à une époque où on dit que les agences se vident, même si j'ai compris que c'était finalement, elles avaient encore tout leur sens. Moi, je vis 24/24 avec mes clients, 7/7. Alors, certaines fois, j'ai aussi besoin qu'elles se vident. Mais c'est important, on fait partie de la communauté des start-upers et on partage leurs joies et leurs peines, leurs succès et leurs échecs. C'est important pour nous d'avoir ce degré de confiance parce que nous disent les start-up, nous, grands groupes? Elles nous disent, les gars, on a compris, enfin, on est conscient que vous êtes bienveillants à notre égard. Ça a changé quand même, parce qu'avant, on était tous et toutes perçus comme des prédateurs. Alors, on est bienveillants parce que plein d'initiatives de ce type-là, auprès d'autres grands groupes, d'autres secteurs, sont mis en place. Mais ce qu'elles nous disent néanmoins encore, c'est qu'on peut encore améliorer notre délai de décision. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas les plus rapides pour se décider, et c'est normal, c'est nos process. Et enfin, en termes de communication vis-à-vis des startups, il y a aussi quelques améliorations encore à apporter. 120 millions d'euros levés. Alors, levés auprès de qui, ce n'est pas 120 millions d'euros levés auprès du Crédit Agricole, c'est 120 millions d'euros levés auprès comment dirais-je, de business angels, un peu du Crédit Agricole, de partenaires comme Sodexo, d'autres banques. Les startups qui sont au village ne sont pas nécessairement des clients du Crédit Agricole. Ce n'est pas un critère de recrutement. 550 emplois créés, je pense que ça, c'est un indicateur aussi intéressant qui montre la dynamique actuelle autour de l'entrepreneuriat et 30 partenaires qui nous accompagnent. Alors, élément important, vous avez tous et toutes entendu le président Macron exprimer le fait qu'il souhaitait faire de la France la nation des startups. On voit bien qu'il y a toute une dynamique aujourd'hui autour de la création d'entreprises et cette dynamique-là se diffuse aussi en interne de chacune de vos entreprises. C'est-à-dire qu'après l'ère des startups où tout le monde s'y intéresse, ça reste toujours vrai, mais aujourd'hui on a de plus en plus de projets internes, et j'imagine que c'est pareil dans vos entreprises, qui visent finalement à s'inspirer de l'agilité de ces startups pour transformer vos chefs de projet en entrepreneurs, en intrapreneurs. Donc ça, c'est aussi les sujets sur lesquels nous nous lançons aujourd'hui pour pouvoir accélérer ces projets et éviter la comitologie telle qu'on peut tous les vivre dans ces grands groupes et avoir des patrons de boîtes qui permettent d'accélérer et prendre la responsabilité d'un projet. Voilà tous les logos. Juste comprenez un truc, c'est que toutes ces grandes boîtes partagent les mêmes problématiques que les nôtres. Et ça, c'est plutôt… Alors, je ne sais pas si c'est rassurant. En tout cas, ça permet ensemble d'être plus forts, de partager tous et toutes nos bonnes pratiques. On pensait être seul finalement, et ce n'est pas vrai. On a tous besoin d'accélérer notre transformation digitale. On a tous besoin d'acculturer l'ensemble de nos collaborateurs à cette nouvelle économie. On a tous besoin finalement d'avoir plus d'interaction avec l'ensemble de ces startups. Tous ces partenaires partagent cette problématique-là. Et pour conclure, des entrepreneurs, il y en a partout en France. C'est pourquoi, et on l'a vu tout à l'heure, on a une trentaine de villages d'ores et déjà qui vont sortir de terre. 15 existent déjà. Donc, un start-upper, quel que soit son village d'origine, peut se rendre n'importe où en France, et j'ajouterais n'importe où dans le monde d'ores et déjà, au travers de notre filiale de banque d'investissement qui permet d'accompagner chaque entrepreneur dans une vingtaine de pays à peu près partout dans le monde. Voilà, ce sera tout, et je répondrai bien sûr à toutes vos questions par la suite, si vous en êtes d'accord.